Il ne se passe pas une semaine sans que les médias ne parlent de ces fameuses cellules souches. En tant que journaliste scientifique, j'ai décidé d'enquêter sur ce qui semble être une évolution importante de la recherche médicale. J'ai mené l'enquête et investigué l'histoire de la médecine et les laboratoires de recherche à la rencontre de ces cellules dont certaines semblent permettre d'aider à la réparation des muscles, par exemple, dont le cœur, constitué de ces cellules si caractéristiques qui battent spontanément. La première fois que l'homme a commencé à prendre conscience du fait que nous sommes constitués de cellules date du XVIIe siècle, avec l'observation des cellules du sang. Et c'est au XIXe siècle que les scientifiques ont compris définitivement que chaque organisme vivant, animal ou végétal, est constitué de cellules qui remplissent des tâches particulières. Nous, êtres humains, sommes constitués d'environ 230 types de cellules. Des cellules de peau, de foie, de cœur, de cerveau, qui toutes remplissent des fonctions très précises. Certaines de ces cellules sont capables de reconstituer nos tissus quand ils sont détruits. C'est ainsi que notre foie, la surface de nos intestins, notre peau et notre sang peuvent se régénérer. Mais toutes nos cellules ne sont malheureusement pas capables de telles prouesses. Nous ne sommes ni des salamandres capables de régénérer une patte, ni des lézards. Et si nous perdons trop de sang, si une brûlure est trop importante, si nous sommes atteints d'une maladie dégénérative, notre corps peine à régénérer ses cellules et ses tissus. Aussi, très tôt, les médecins ont pensé à compenser la perte de cellules par un apport extérieur. Les premières tentatives de transfusion sanguine datent de 1818 et les premières greffes de peau datent de 1868. Les greffes d'organes vont alors connaître une croissance régulière. Après la peau, il y aura les greffes de cornée, de rein, de foie, de poumon, de cœur. D'un autre côté, les transfusions sanguines, elles aussi, connaissent une certaine expansion. La Première et la Deuxième Guerre mondiale voient l'apparition des premières banques de sang. Et c'est ce développement médical, associé au travail scientifique, qui ont permis de comprendre la structure du sang, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes, et de découvrir leur fabrication dans notre moelle osseuse. Les scientifiques découvraient ici la notion de cellules souches, comprenant que certaines cellules de la moelle osseuse sont les cellules souches du sang. La transfusion sanguine conduisait ainsi directement à l'invention des greffes de moelle osseuse et inaugurait dès 1956 ce que l'on appelle aujourd'hui la thérapie cellulaire ou thérapie régénératrice. On venait de comprendre, dans ces années 60, qu'il y avait dans notre corps des cellules souches précurseurs de différents types de cellules. Le muscle, par exemple, est capable de régénérer, de se réparer, chez chacun d'entre nous, grâce à la présence de cellules souches adultes, qu'on appelle cellules satellites. Ces cellules, ces précurseurs du muscle, ont été identifiés dès 1961. Et l'AFM, très tôt, pratiquement dès sa création, s'est investie dans ce type de recherche. Les cellules satellites peuvent être mises en culture pour en obtenir un grand nombre, puis, après être injectées dans un muscle, elles sont capables de fusionner entre elles et avec les fibres musculaires pour aider à la réparation du muscle. En 1978, ont été entreprises les premières greffes de cellules satellites chez la souris, et aujourd'hui, des essais chez l'homme sont entrepris, pour lesquels l'AFM est toujours très impliquée, pour la myopathie de Duchenne, chez des enfants atteints de myopathie de Duchenne, mais aussi pour d'autres maladies neuromusculaires, la myopathie facio-scapulo-humérale, la dystrophie musculaire oculo-pharyngée, mais aussi pour d'autres maladies non neuromusculaires, comme l'infarctus du myocarde, où les cellules satellites peuvent permettre de renforcer la paroi cardiaque. On dénombre ainsi plusieurs dizaines de types de cellules souches adultes. Elles se trouvent en quantité infime dans le cerveau, les muscles, les cartilages, le sang et les vaisseaux sanguins, le foie, la rétine, mais aussi dans le sang du cordon ombilical et chez le fœtus.
On trouve des cellules souches plus tôt au cours de la vie, dans le sang de cordon ombilical et même avant, chez le fœtus, à peu près dans tous les tissus. Ce sont les cellules qui donnent naissance aux cellules qui vont se spécialiser après. Et ces cellules, on les utilise déjà, nous-mêmes, on les utilise depuis une vingtaine d'années, avec l'aide de l'AFM notamment, pour essayer de traiter des maladies du cerveau, des maladies comme la maladie de Parkinson ou la chorée de Huntington, pour laquelle on réalise des greffes, qui ont d'ailleurs eu un certain succès, dans le cerveau des patients, avec des cellules qui, parce qu'elles sont jeunes, parce qu'elles sont souches, sont capables de s'intégrer. Mais le problème de toutes ces cellules, que ce soit les cellules fœtales ou les cellules adultes, c'est un problème technique, c'est un problème d'accès. On a des difficultés pour obtenir ces cellules. Et en plus, on a du mal à les obtenir dans la quantité nécessaire pour faire ces traitements. Et c'est pour ça que notre intérêt s'est porté déjà depuis des années vers un autre type, encore plus précoce de cellules souches. Ce sont les cellules souches embryonnaires. Ce qu'on appelle les cellules souches embryonnaires sont des cellules qu'on trouve chez l'embryon entre 5 jours et demi et 7 jours et demi, donc vraiment pendant une période de temps très limitée, quelques dizaines de cellules, mais ces cellules ont deux propriétés extraordinaires. D'abord, elles sont capables de proliférer de façon indéfinie, illimitée. Donc on peut en obtenir la quantité qu'on veut. Et puis ensuite, elles sont capables, et c'est particulier, de donner naissance à n'importe lequel des types cellulaires qui forment un organisme. Des cellules de muscle, de peau, de cerveau, d'os, tout ce qu'on veut. Et donc, ISTEM, le laboratoire que l'INSERM et l'AFM ont créé maintenant depuis 2 ans à Évry, se développe avec l'idée d'utiliser ces cellules pour le traitement d'un certain nombre de maladies génétiques. Par exemple, nous travaillons à la façon d'obtenir des cellules de cœur à partir de ces cellules souches embryonnaires pour essayer de remplacer les cellules qui meurent au cours de la myopathie de Duchenne dans le cœur des patients. Nous essayons d'obtenir des neurones pour essayer de remplacer les neurones qui meurent au cours de la maladie de Huntington. Donc cette thérapie cellulaire qui s'appuierait sur les cellules souches embryonnaires permettrait de s'appuyer sur une ressource inépuisable de cellules avec une capacité de développement et de spécialisation absolument illimitée. La recherche médicale a toujours soulevé des points éthiques importants. Les transfusions sanguines, les greffes de moelle osseuse et les greffes d'organes ont été très critiquées à leur début, de même sur un autre plan que la fécondation in vitro. C'est aujourd'hui en France, à l'Agence de biomédecine, qu'est dévolu l'encadrement éthique et juridique de la recherche sur les cellules souches. Effectivement, l'Agence de la biomédecine est chargée d'encadrer les recherches sur les cellules fœtales et les cellules embryonnaires. Sur les cellules fœtales, ces recherches peuvent être menées uniquement sur des fœtus issus d'interruptions de grossesse, dans le cadre de protocoles transmis à l'Agence de la biomédecine. Les prélèvements ne se font qu'avec le consentement de la mère, du moins informée des finalités de la recherche. Les recherches sur les cellules embryonnaires ont été autorisées par la loi de bioéthique à titre dérogatoire et pour une durée de 5 ans. Elles ne peuvent être menées que dans le cadre de protocoles autorisés par l'Agence de la biomédecine sur des embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation qui ne font plus l'objet d'un projet parental et avec le consentement écrit et réitéré des 2 membres du couple. L'Agence de la biomédecine a autorisé depuis février 2006 une quinzaine d'équipes à procéder à ces recherches sur les cellules embryonnaires. Les cellules souches fœtales, embryonnaires et adultes ne s'excluent pas les unes des autres. Des avantages et des inconvénients leur sont liés. Les cellules souches adultes peuvent être par exemple préparées à partir du patient lui-même. Elles possèdent dans ce cas exactement le même patrimoine génétique et immunologique que le patient, puisque ce sont ses propres cellules et aucun rejet n'est à craindre après la greffe. D'autre part, les cellules souches embryonnaires sont reproductibles à l'infini. On peut donc constituer des banques, des stocks de cellules. Ceci permet d'une part de tester en laboratoire de nouveaux médicaments et d'autre part d'envisager de soigner un très grand nombre de personnes avec les mêmes cellules. Aujourd'hui, des applications sont en cours pour les brûlures, les leucémies et les pathologies des cartilages. D'autres sont en développement pour la régénération du cœur, des vaisseaux et des muscles. Et l'on espère encore pouvoir développer des applications pour le cerveau, les os, le foie et le pancréas. Mais si les derniers essais de thérapie cellulaire sont encourageants, il est encore trop tôt pour en tirer des conclusions définitives. Les futures utilisations thérapeutiques des cellules souches, qu'elles soient adultes ou embryonnaires, dépendent de la capacité des chercheurs à les produire, à contrôler leur différenciation, leur administration, leur intégration dans l'organisme humain en toute sécurité.